Le livre est pas là. Semblerait qu'on soit tout seul. Bon, bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai des trucs à vous raconter. Salutations, la politesse d'abord. Même si je ne poste pas énormément dessus, je me balade beaucoup sur Twitter. Mais genre, beaucoup. Je l'ai fini 3 fois. Et comme je suis des gens très intéressants qui postent des choses très intéressantes, je vais d'étonnement en étonnement. Et de peur de perdre à tout jamais ces tweets passionnants, je les enregistre dans un coin. Ce coin, c'est celui des signés. Ils s'accumulent comme des milliers de petits marque-pages, destinés d'un premier abord à être relus et chéris dans cet écrin censé contenir la crème de votre fil Twitter, les voilà tout de même oubliés. Parce que, soyons honnêtes, il est bien rare qu'on leur rende visite. Alors il est temps de leur rendre honneur, il est temps de vous montrer ce que j'ai mis de côté, en espérant que comme moi vous serez émerveillés, il est temps de se perdre dans Twitter. Au programme, une boule chelou, du popo et des dinos. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications, liker la vidéo et réfléchir dès maintenant aux commentaires que vous allez mettre à la fin de votre visionnage. Oui, c'est nouveau de faire le blabla youtubesque en début de vidéo, mais que voulez-vous? Il paraît que ça marche mieux. Mais c'est important que vous le fassiez parce que ça soutient beaucoup, beaucoup la chaîne. Bref, allez, commençons sans plus tarder. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une balle de ping-pong custom. Non, c'est pas un flubber. C'est une algue verte de l'espèce Wallonia ventricosa. Cette espèce végétale peuple les mers et océans pantropicaux et peut mesurer jusqu'à 5 cm de diamètre. Elle se développe en général seule, jusqu'à 80 mètres de profondeur, grand maximum, dans les lagons, les interstices et débris coralliens, ou encore sur d'autres algues. Elle est accrochée à son support par des sortes de crampons appelés rhizoïdes et profite de la lumière en se faisant balloter par de doux courants. Sympa cette algue géante, n'est-ce pas? Même si elle ne présente pas toujours cette rondeur parfaite, je trouve son aspect assez étonnant. Et vous savez ce qui m'étonne aussi? C'est que ça, c'est une seule cellule. Oui, Wallonia ventricosa est une algue unicellulaire. Elle fait partie des plus grands organismes unicellulaires connus. Et c'est précisément ça qui m'a scotché. Quand on entend unicellulaire, on s'attend à quelque chose d'invisible à l'œil nu. Eh bien non, voici une cellule unique qui mesure 5 cm de diamètre. Incroyable. Et si vous voulez d'autres exemples d'organismes unicellulaires géants, voici une toute petite sélection. Pour rester dans le thème sphérique, nous avons Gromia spherica, une espèce qui fait partie des organismes eucaryotes, donc avec des ou des cellules à noyau, contrairement par exemple aux bactéries. Les individus de cette espèce peuvent mesurer entre 5 mm et 4 cm. Cette espèce a été découverte relativement récemment, en 2000, et pour cause, elle vit dans des lieux difficiles d'accès, les profondeurs des mers et des océans. Ces étranges boules claires font leur petite vie sur le sol océanique à plus de 1000 mètres de profondeur. Le plus étonnant chez ces organismes unicellulaires, au-delà de leur taille, c'est qu'ils sont recouverts d'une couche appelée test. Elle doit sans doute les protéger des agressions extérieures. Mais elles sont aussi alvéolées de pores qui laissent passer de fins filaments sous l'organisme qui sont en contact avec le sol marin et qui doivent sûrement leur servir pour se déplacer. Ces petites billes claires laissent ainsi des sillons dans le substrat, trace de leur lente progression dans les profondeurs. Ensuite, je vous présente les stentors, des organismes unicellulaires ciliés. Leur corps ou cortex est généralement en forme de trompette ou de corne. Plus petits que ce que je vous ai cité avant, ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mm, mais ça reste des dimensions de géants pour des organismes unicellulaires. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en général, une cellule mesure entre 10 et 100 micromètres. Donc rien qu'un organisme unicellulaire qui fait 2 mm, c'est déjà 20 à 200 fois plus gros. Je terminerai cette liste absolument pas complète par un organisme qui est presque hors compétition, le blob. Ni végétal, ni champignon, ni animal, c'est un myxomycète qui réserve de nombreuses surprises tant ses capacités sont étonnantes. Il se déplace à la vitesse de 1 cm par heure en étirant sa membrane et se nourrit de spores, de champignons, de bactéries et d'autres micro-organismes. Quand les conditions lui sont favorables, il peut doubler de taille chaque jour. En laboratoire, une équipe allemande a obtenu un blob de 5 mètres carrés, mais dans la nature, cet organisme peut s'étendre sur une surface bien plus grande. Aux États-Unis, un blob de plus d'1 km² a été observé. C'est plus gros que le Vatican. Bref, tout ça pour dire que si vous imaginiez que les organismes unicellulaires n'étaient observables qu'à travers un microscope, eh bien maintenant, vous savez qu'il y a de grosses exceptions. Allez, regardons ce que je vous ai mis d'autre de côté. Oh cool, des manchots. Ah, mieux que ça. Des manchots qui font popo. Les manchots expulsent leur déjection derrière eux. Ça leur permet d'une part de ne pas se faire dessus, mais aussi de ne pas salir le nid. Oui, parce que quand je dis expulser, c'est vraiment expulser. Les manchots ne sont pas les seuls à faire ça, ce comportement a été observé chez d'autres oiseaux.
L'étude sur laquelle je suis tombée s'attarde sur cette capacité des manchots à envoyer leur déjection loin d'eux pour déterminer la portée de ce bombardement. Et oui, il y a vraiment des gens qui se sont penchés sur la question. Ah, la science, c'est si beau, il y a tant de diversité. Ce sujet peut paraître rigolo et peu utile, mais déjà, est-ce qu'un sujet de recherche scientifique est obligé d'avoir une utilité? Ne peut-on pas apprécier d'assouvir sa curiosité? De savoir pour savoir? Mais bon, en réalité, dès l'intro, les auteurs de l'étude font remarquer que connaître ce genre d'informations peut se révéler très utile pour les soigneurs dans les parcs zoologiques, par exemple. Connaître la portée de tir des manchots permettant d'éviter de se faire chier dessus, hein, disons-le clairement. Oui, parce que la projection des déjections chez les manchots peut aller jusqu'à 40 cm. Les auteurs font, non sans humour, la comparaison avec l'humain et nous disent que si nous avions la même capacité que ces oiseaux, nous enverrions valser nos déjections à près d'1,70 m, en partant du principe que la taille moyenne d'un humain est d'1,70 m. Belle perf, hein? Après moult calculs, courbes et petits dessins de manchots rigolos, les auteurs tentent d'estimer la distance de sécurité et pression exercée au niveau du rectum de ces oiseaux. Avec des calculs savants et différentes variables telles que la viscosité du fécès, donc les déjections, la hauteur à laquelle se trouve le manchot au moment du tir et la vélocité initiale, donc la force de la pression exercée dans les sphincters de l'animal, on peut arriver à différents résultats. Mais en prenant la pire situation, à savoir un manchot placé à 2 mètres du sol et des fécès expulsés avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde, il est établi par l'article que la distance de sécurité maximale pour éviter de se prendre du popo dans la tronche est de 1,34 m. Une distance que les manchots ne respectent absolument pas quand ils sont rassemblés en colonie, ce qui peut mener à pas mal d'accidents. Au-delà de donner une information précieuse aux soigneurs et soigneuses qui peuvent être en contact avec des manchots dans les parcs zoologiques, cet article prend des allures de démonstration de mathématiques et de physique qui, pour celles et ceux qui ont une appétence pour cela, n'est pas sans intérêt, j'en suis certaine. Les auteurs espèrent d'ailleurs que leurs résultats pourront être utiles pour l'enseignement des mathématiques et de la physique, et terminent sur le constat teinté de passion que les maths et la physique que l'on apprend à l'école peuvent décrire les choses diverses et intéressantes de notre quotidien. C'est vrai que si on m'avait appris les maths et la physique en me disant que je pourrais mieux comprendre le fonctionnement des anguilles électriques ou comment les manchots envoient leurs popos sur de longues distances, j'aurais peut-être été beaucoup plus intéressée. Pour ce troisième point de cette plongée dans Twitter, c'est pas tellement un seul tweet que j'aimerais vous présenter, mais plutôt un coup de cœur. M'intéressant à divers sujets, je suis abonnée à plein de comptes Twitter différents. Et dernièrement, je me suis mise à suivre le compte de Rudolf Ima, un illustrateur et paléoartiste, d'abord parce que j'ai trouvé son travail très beau. Mais je ne savais pas que suivre ce compte apporterait tant de joie dans ma TL, parce que maintenant, mon Twitter, avec le jeu des recommandations, est rempli de dinos et c'est un véritable bonheur. Le fait de suivre cette personne m'a fait découvrir l'existence d'une série documentaire qui vient de sortir sur Apple TV+, Préhistorique Planète. J'ai dévoré les 5 épisodes qui sont absolument magnifiques visuellement, les dinosaures sont plus vivants que jamais, le storytelling est passionnant et j'ai eu envie de faire un câlin à ce pauvre Carnotaure. Je vous spoile pas la scène, mais si vous avez vu la série, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. J'ai tellement envie de voir un documentaire sur ce documentaire qui expliquerait chaque choix. Alors, sur leur chaîne YouTube, Apple TV a posté quelques vidéos qui expliquent les faits scientifiques sur lesquels ils se sont appuyés pour certains points, mais clairement, il n'y en a pas assez. Ce documentaire, qui est finalement presque un docu-fiction, n'est pas exempt de critiques. Ceux qui s'y connaissent grimacent quelque peu devant certains partis pris dans les épisodes. Il est vrai que le documentaire décrit des comportements étonnants, et en le visionnant, j'ai très souvent eu envie de crier source. Parce qu'il est clair que même si je m'y connais pas en paléontologie, certaines choses qui sont montrées ne sont que spéculations et sont calquées sur le comportement des animaux modernes. J'en ai d'ailleurs repéré quelques-uns. Il faut donc regarder cette série documentaire avec un peu de recul et le prendre pour ce qu'il est, à savoir un magnifique divertissement avec tout de même de bonnes bases scientifiques qui a au moins le mérite d'actualiser dans l'imaginaire collectif l'image de ces extraordinaires animaux en montrant à l'écran un aspect plus proche de la réalité scientifique forgée à la lumière des dernières découvertes. Voilà qui close ce premier épisode un petit peu pot-pourri des choses qui m'ont marqué en me perdant sur Twitter. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour je sais pas quoi, parce que... Bon là, le livre est pas là, mais... Qui sait ce qu'il me demandera de faire la prochaine fois? Bon bref, du coup, en attendant, eh bien, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.